Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row, and it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh dear me, what's he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Viñales and Morbidelli are down. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 55 de C'est qui en pôle. On va parler donc du 8e Grand Prix de la saison qui s'est tenu à Assen, donc aux Pays-Bas. Et ce soir, c'est Steph qui est avec moi. Comment ça va, Steph ? Ça va très bien, je te remercie. J'ai pu assister à la grand-messe dans la cathédrale. Ouais. Des belles courses quand même. Oui, alors celle de MotoGP, là, un tout petit détail qui m'a chiffonné, mais on en reparlera. Oui. Je vois duquel tu parles. Mais c'était une belle course quand même. Oui. Voilà. Quand même. Alors, c'est Gilles qui a gagné les goodies donc de la bécannerie, avec également Thium of Bike, et évidemment les goodies de la maison qui nous accompagnent, et également donc PodCloud qui nous a rejoint, qui est un des partenaires techniques de C'est qui en pôle. C'est eux qui gèrent un petit peu le flux RSS, donc qui nous permettent de vous transmettre après chaque Grand Prix les fichiers audio, voilà, et surtout de vous informer qu'il y a un nouvel épisode disponible. Donc voilà, ils s'associent avec nous pendant quelques GP pour mettre un petit stickers dans les jeux. Steph, tu vas nous parler d'un numéro 55 qui court encore en MotoGP rapidement. Ouais, oui, le fort sympathique Afis Sherrin, qui est originaire de Malaisie et surnommé, on l'a déjà signalé, mais pour les retardataires, on le répète, il est surnommé El Pescao parce que comme beaucoup de gens de la région, il est très à l'aise sous la pluie. Je sens que ça doit être 90% de leurs courses dans leur prime jeunesse. Ils se tirent la bourre avec des mobylettes penchées à 60 degrés sous la pluie. Il débute en 2011 en Moto 2. Il est drafté en 2018 par Tech 3, qui est séduit par sa régularité et surtout qui a besoin de quelqu'un pour remplacer Folger. Non pas que ce soit un bouche-trou, mais il avait un profil qui plaisait beaucoup chez Tech 3, notamment à Pontcharral, qui préfère investir du moins faire confiance à des gens qui sont pas forcément clinquants, mais qui sont Tech 3 compatibles, on va dire. Ouais. Bon, ça s'est pas démenti, parce que bien que dans l'ombre de Zarco, qui lui en était à sa seconde année, il fait quand même 16e au championnat du monde avec 46 points, et pour un rookie, marquer 46 points, c'est pas de la daube. Ouais. Bah oui. Donc il convainc et par sa sympathie et par ses résultats, il sera renouvelé. Donc il a été renouvelé pour continuer l'aventure avec Tech 3 et pour se fader des KTM. Alors je dis un peu du mal, mais parce que oui, il rame un peu cette année. C'est beaucoup, 24e avec 3 points et puis pas de coup d'éclat à noter en tout cas. Mais il a la tête dans le guidon et puis il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il peut, Zarco finalement. Mais c'est sauf à nous trouver un stoner qui saurait faire quelque chose de la KTM, ça a pas l'air évident. Donc voilà pour ce sympathique Slarine. Qu'on appelle aussi Macouille. Oui, alors voilà, ça venait de me revenir et je me suis dit mais oui, il y a un truc très sympa chez lui, c'est que non seulement on lui a appris une phrase, du moins une expression en français, c'est Macouille, et que ça le fait marrer et qu'il l'avait même mis sur sa combar je crois. Sur le butt patch. Là où d'habitude c'est marqué Doctor ou Diablo, là c'était marqué Macouille. Quand même, il faut le faire. Il l'a fait. Ouais, c'est sympathique. Ouais, carrément. On va parler des petites news qui sont tombées les dernières semaines. Donc en Moto E surtout, il y a eu des gros essais qui se sont déroulés après le Grand Prix de Barcelone. Et surtout, il y a eu une course de simulation, c'est-à-dire basée sur le nombre de tours prévisionnels. Et c'est Eric Granado qui s'est imposé. Donc jusque-là, a priori, tout se passe bien. Et la prochaine course, la première course, elle va se dérouler au Sachsenring, donc le week-end prochain. Donc on pourra voir en action les Moto E pour de vrai cette fois-ci. Et donc on va passer à la prochaine news en Moto 3, c'est Avintia qui s'est séparé de Vicente Pérez après 7 courses et pas de points marqués, donc le pilote a été remercié.
et sera remplacé par l'Italien Stefano Nepa, qu'on avait déjà vu en Moto3 en 2018, qui courait avec le CIP. Et on a aussi Folger qui continue sa pige, mais cette fois-ci en Moto2 pour remplacer Pawi dans le team Petronas. Quelques petites news MotoGP ? Yes, Folger pour Yamaha et Pirro pour Ducati ont roulé en essai privé à Misano mardi dernier. Il y avait également avec eux Bautista et Davis qui eux procédaient à des essais pour le team Ducati Aruba.it, donc des Italiens, avec la Superbike, le V4 Superbike. Ce sont tous les deux des V4, mais pas dans la même catégorie. On va passer donc au résultat du week-end, donc dans les différentes catégories. En Moto3, donc on a les deux léopards Dalla Porta et Ramirez qui passent en Q2 accompagnés de Lopez et Honshu. Et c'est Antonelli qui va être en pôle devant Toba et Arbolino en deuxième ligne. On a Suzuki, Vietti et Ogura et Kornfeld, Dalla Porta et Canet en troisième ligne. Donc on va parler de la course. Antonelli, Arbolino et Suzuki aux avant-postes, donc dans les premiers tours. Fenati a flairé le bon coup et il est dans le groupe de tête, donc le peloton reste très compact. On a Fenati qui va se payer le luxe de mener la meute pendant quelques tours et Sasaki qui va s'offrir un très beau sauvetage. Et Massia va abandonner sur la fin de course, suivi par Arenas, Suzuki, Fernandez, Toba et Vietti, qui eux étaient aux avant-postes et vont subir une chute collective. Et à 5 tours de l'arrivée, ça s'accroche de plus en plus, notamment donc à la dernière chicane, donc la fameuse chicane d'Assen. Et Kornfeld, qui est en tête, doit faire un long lap parce que il a coupé un petit peu trop les chicanes. Et on va avoir également Binder qui va chuter. Donc c'est Dalla Porta et Arbolino qui sont à la lutte dans le dernier tour pour la victoire, et c'est Arbolino qui s'impose devant Dalla Porta pour 45 millième. On a Kornfeld qui va quand même maintenir sa troisième place malgré le long lap devant Rodrigo 4, McPhee 5, Ogura 6, Ramirez 7, Antonelli 8 et Foggia 9. Alors sur cette course, c'est une course qui était un petit peu à l'image de ce qui s'est passé à Barcelone, c'est-à-dire un groupe très compact, mais j'ai trouvé que c'était très tendu. Il y avait après la chicane d'Assen, on la connaît tous, et là c'était vraiment un petit peu la foire d'empoigne à chaque passage, et dans les 5 derniers tours c'était vraiment très musclé, avec beaucoup de pilotes qui étaient obligés d'élargir très très fort pour pouvoir s'en sortir. Et la dernière chicane, je pense que pour les spectateurs c'était the place to be pour voir des belles choses. Après, petit commentaire en plus, Fenati est quand même pas... s'est montré un petit peu en début de course, mais au final, il est un petit peu loin, puisque, je l'ai pas cité, mais il est 11e sur le drapeau à damier, donc c'est pas non plus monstrueux comme résultat, on a connu mieux. Après, on attendait un 13e gagnant, enfin un 13e vainqueur successif différent, ce qui n'était pas le cas, puisqu'Arbolino avait déjà gagné une des 12 courses précédentes, donc voilà, c'est lui qui casse un petit peu cette série. Le sale gosse. Ça me rappelle la chute, je crois que c'était en Moto2, la chute qu'il y a eu avec l'infortuné qui passe la ligne sans toucher sa moto là. Il y a toujours des choses. Bon, il y a eu le tampon Marquez Rossi avec Rossi qui jardine. Donc c'est la chicane effectivement qui maintenant qu'il n'y a plus Laguna Seca et son corkscrew, c'est un des endroits iconiques pour les dramas. Ah, c'est beau, hein. Non, là c'était beau. Enfin, Moto3 c'était vraiment une... et puis Moto3 c'est vrai que c'était à attendre parce que ils sont toujours en essaim, littéralement comme de la limaille de fer sur un aimant. La chicane, à un moment, c'est comme dans les westerns, il y a un ou deux qui est trop ici. C'est ça. Et ça te dégage. Donc c'est un peu les jeux du cirque ou le western. Il y a eu un peu de jardinage. Ouais. On va passer à la catégorie Moto 2 avec Baldassari, Loves, Navarro et Bulega qui doivent passer par la Q1, et en Q2 c'est Garner qui signe la pole devant Binder et Vieré. On a Marquez, Loves et Di Gianantonio en deuxième ligne, Navarro, Lutti et Bastianini en troisième ligne. On va passer au résumé de la course, et c'est Binder
qui vire en tête devant Gardner et Vieré. On a Bulega, Ben Schneider et Corsi qui chutent dans les premiers tours. Et Gardner qui décroche petit à petit après quelques frayeurs. Bon, il a fait quelques sorties un petit peu larges dans les virages. Et Loves qui se montre aux avant-postes. On a Gardner qui va chuter au tiers de la course environ. Fernandez rejoint le groupe de tête à son tour et Loves et Navarro chutent coup sur coup. Loves a été un petit peu aidé par Martin quand même, qui va chuter très rapidement derrière. Donc c'était pas de bol pour Loves qui nous a fait des beaux doigts d'honneur à la caméra à destination de l'Espagnol. On a Vieré et Bastianini qui vont chuter dans le groupe de tête et Marquez qui va prendre les commandes de la course. Et à 4 tours de la fin, ça se détache quand même assez vite. On a Baldassari qui va tenter de passer Marquez qui était sorti un petit peu large dans le virage. Et quand l'Espagnol tente de reprendre la corde, les deux s'accrochent, donc les deux sortent et c'est Fernandez et Binder qui vont filer vers le podium accompagnés de Marini. On a Lutti qui va être 4ème, Nagajima 5, Locatelli 6, Manzi 7, Schroeter 8 et Egerter 9. Tu l'as vu celle-là ou pas ? Ce que j'ai remarqué, tu l'as très bien résumé, c'est que c'était un peu un jeu de massacre. Alors peut-être était-ce dû au fait que c'était un résumé, mais c'est un peu valdingué dans tous les sens. Et puis le fait que Marquez et Baldassari se sortent, c'est vrai que ça coupe un peu la tête donc au truc, mais ça fait partie du délire. Hein. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était plus un jeu de massacre qu'une course. Ouais, ça a chuté beaucoup. Je sais pas que je sois facile à choquer, mais ouais c'était. J'en étais à me demander si la piste n'était pas recouverte de je sais pas quoi, parce que il y a eu beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait plus de chutes que dans les courses qui ont précédé. Oui, j'ai pas la stat, hein, je suis pas off-bikes, Thomas, mais. Non, c'était une course qui était un petit peu, nettement plus animée qu'habituellement pour de la Moto 2. Donc c'était beaucoup plus plaisant à suivre. Pas uniquement parce qu'il y avait des chutes, hein, mais parce que les groupes étaient quand même nettement plus compacts et donc il y avait forcément plus de dépassements et d'animation. Et après, pour commenter un petit peu l'accrochage entre Baldassari et Marquez sur le feu de l'action. J'aurais bien mis un bon petit carton rouge à Baldassari, mais en fait en revoyant un petit peu le déroulé de ce qui se passe, c'est plus compliqué quoi, parce que quand même Marquez il élargit beaucoup, donc Baldassari il essaye de revenir. Ouais, Baldassari il tente et Marquez quand il revient, à sa décharge il a pas de rétro, hein, donc et il va pas regarder derrière à chaque fois ce qui se passe, mais bon voilà, quand il essaye de reprendre la corde, Baldassari est là, donc il y a contact entre les deux et les deux sortent, donc ouais, dans le feu de l'action, après coup c'est pas tout à fait la même vision de la chute. Donc ça fait un peu penser au scénar du Strike A3 Lorenzo Pedrosa Dovi. Avec pas vraiment de faute. Enfin, c'est une somme de choses quoi, qui font que oui, c'était pas des trucs de gentleman, mais il y avait pas eu d'attentat. Et par contre, au final, ça se finit mal. Ouais. Surtout que oui, Marquez joue le titre aussi. Bon, Baldassari, il a besoin un petit peu de se relancer parce qu'il a fait un très bon début de saison et là, c'est plus compliqué. Donc, c'était un moyen pour lui de faire un bon résultat, qui est hypothéqué par cette chute. C'était pas de bol. Ouais, ça fait partie. Quand je dis que la chute de Marquez, frère, a hypothéqué un peu le spectacle, c'est pas vrai, puisque les autres méritaient tout autant de gagner ou de faire podium. Ils ont quand même animé la course quand même de manière intéressante. Ouais. Ce n'est pas pour dire du mal des heureux bénéficiaires de la chute. Autre point à signaler quand même, c'est la deuxième place de Binder, parce que KTM jusque-là galérait énormément en Moto 2. Donc ce podium, ce sera à voir dès la semaine prochaine aux Sachsenring si c'est confirmé ou pas. Mais déjà, il y a eu un meilleur comportement aux essais, et puis là en course, il était nettement plus à l'aise, même si en fin de course c'était un petit peu plus compliqué, et c'est les chutes qui amènent le podium, mais c'est quand même intéressant d'y être. On va passer au MotoGP ? Yes, les qualifs sont marqués
principalement par la mauvaise chute de Lorenzo, qui chute à un endroit où Petrucci, quelques instants avant, avait fait aussi un vol plané. Mais la différence, c'est que Petrucci a fait une merveilleuse glissade sur le ventre, parce qu'il a eu droit à du bitume avant les cailloux. Or, Lorenzo allait encore assez vite quand il a tapé les cailloux et il a fait moult tonneaux. Et lors d'un de ces tonneaux, sa tête tape. Alors à première vue, quand tu vois le truc, ça doit faire mal, mais sans plus. Sauf qu'il se fracture 2 vertèbres. Donc là, on rigole plus. Alors, il sera indisponible pour au moins 3 semaines. On en reparlera après. Même je trouve c'est court pour 2 vertèbres pétées, 3 semaines. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein, je suis pas médecin. Et Quartararo, lui, il flambe parce qu'il signe les meilleurs temps en FP1, FP3, FP4 et il laisse la FP2 à Viñales, qui quand même aussi donc signe un full pour Yamaha. Donc petit retour en grâce de Viñales sur ce coup-là. En Q1, s'extirpe de ce nid gap Rins et Paul Espargaro, mais Rossi fait 14e sur la grille, donc c'est une catastrophe pour moi et les lanceurs de fumigène jaune. En Q2, les Yamaha confirment, puisque c'est Quartararo qui fait la pole en claquant un record du tour, qui était jusque-là détenu par Rossi, devant Viñales, autre Yamaha, et Rins, Suzuki finalement. Et pour une fois, je sais pas depuis combien de temps ça n'était pas arrivé, mais Marquez est en 2e ligne. Donc il est en compagnie de Mir et de Crutchlow. En 3e ligne, Petrucci, Nakagami et Morbidelli. La course sur terrain sec. J'ai toujours peur à la scène qui neige ou quoi. Là, non. C'était en Superbike ou ING. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est un endroit bizarre. Hormis les Flamands, c'est un endroit bizarre. Rins et Mir virent en tête avec Marquez et Viñales au basque. Quartararo, lui, limite la casse parce qu'on a toujours peur qu'il se fasse des Viñales aussi à se faire bouffer. Non, là, par contre, pour réussir à rester dans le quatuor ou le quintet de tête, moi j'ai vu des 2 premiers virages très chauds où ça gigote pas mal et j'ai eu l'impression qu'il tapait un peu quelque chose. En tout cas, c'était chaud. Je me suis dit, il va nous chuter le garçon. Mais non, il reste sur ses roues. Dovi et Petrucci reviennent fort parce que Dovi partait très loin. Notamment, Dovi passe de 11 à 4 en un tour ou en 2 tours. En tout cas, il fait 7 places, dont beaucoup dès les 2 premiers virages. Donc, il se rachète d'un début de week-end qu'il avait eu compliqué, où il se lamentait un petit peu. Rins ne tarde pas à se bourrer en perdant l'avant. C'était assez décevant parce qu'on avait quand même les 2 Suzuki qui se la pétaient devant. Emir est un peu tendre et se fait passer par le quatuor Viñales, Marquez, Quartararo, Dovi. Justement, Dovi est revenu 4. Qui était un peu en on fire à ce moment-là. Il tient un temps le rythme des hommes de tête, mais il se fait décramponner pour finir par bastonner poliment et gentiment, mais en se passant et repassant avec son coéquipier Petrucci. Ça castagne entre Marquez et Viñales. Alors c'est pas tant que ça castagne, mais c'est que Viñales est visiblement plus rapide, puisqu'il y a pas mal de virages où limite il élargit pour pas rentrer dedans. Et par contre, il n'arrive pas à passer, parce que bon, il a beau être rapide, Marquez ne l'est pas moins. Et puis Marquez s'est fermé les portes. Fabio Quartararo, il mène relativement tranquille, c'est pas vrai, parce qu'en fait, à un endroit du circuit, c'est toujours le même, sa moto fait des wobblings, il se dandine de l'arrière et de l'avant, tu sais, un peu comme un poisson, ou comme un serpent qui avancerait dans l'eau, ou comme les chats qui guettent leur proie. Je sais pas si t'as déjà vu un chat qui s'apprête à sauter, là, ça fait ce genre de mouvement. Et ça a été aussi le lot de pas mal de pilotes, mais c'était systématique pour Quartararo, au même endroit, toujours le même problème. Et il doit rendre la main. À ce même endroit, il a tenu plus de 5 ou 6 tours, je crois, et il doit rendre la main à cause de ce problème-là, entre autres, et aussi parce qu'il avait un peu de mal à tenir, et donc se fait passer par Marquez, et aussi pour préserver son avant-bras, parce qu'on avait déjà vu aux essais, mais aussi après la course, avec une poche de glace sur son bras, et notamment ses douleurs au bras étaient amplifiées par le fait qu'il fallait tenir la machine, sinon elle s'envolait, quoi. Et donc les 2 autres maboules que sont Viñales et Marquez s'explique un petit peu, mais ça n'a pas tardé à tourner à l'avantage de Viñales. Et il assure sa 3e place. Alors quand on dit qu'il assure, c'est quand même un très gros rythme. Et il claque des bonnes pendules malgré ses douleurs. Et puis le fait qu'il a aussi compris qu'il faut pas rouler au-dessus de ses pompes pour attraper les 2 fous. Rossi et Nakagami
se mettent une très grosse boîte qu'on ne voit pas directement à l'image, mais on voit le résultat. Il semblerait que ce soit Rossi le fautif, qu'il a le bon goût de s'excuser. C'est déjà ça. Zarco abandonne, j'ai cru que c'était technique, mais j'ai regardé en post-course, a priori c'est physique, où on invoque un syndrome d'éloge. Alors est-ce un syndrome d'éloge où il faut charcuter ? Je n'en sais pas plus, mais ça serait le pompon. Donc il avait tenu notamment la dragée haute à son coéquipier. Enfin, c'était pas glorieux, ils étaient 10 et 11, mais c'était quand même 10 pour la Zarco, et il a pas pu tenir la longueur parce qu'a priori, non seulement la KTM est physique, mais sur ce circuit où ça gigote comme au rodéo, il a physiquement pas pu tenir le guidon, quoi. Que, comme évoqué un peu avant, j'ai spoilé un tout petit peu, mais Vignales arrive à lâcher Marquez, ce qui n'est pas rien, quand même, il faut le signaler. Il les tient en respect jusqu'à s'imposer. Il n'a pas été victime d'un move de dernière minute, soit en chicane, soit en virage, comme Marquez sait les faire. Donc c'était Vignales qui se refait la cerise, si tu me passes l'expression, et qui montre que les Yamaha bleus sont pas tant à la ramasse que ça. Même si ça reste quand même énorme que Quartararo ait fait la course qu'il a fait, notamment dans on va parler des bons 15 bien tapés premier tour. Ouais. Donc avec le fait de se faire passer par Marquez, mais de leur passer les doigts dans le nez, tout le monde ne peut pas en dire autant. C'est clair. Si on revient sur les points forts du week-end, que peux-tu nous dire de notre ami Lorenzo ? Qu'en penses-tu de ce pauvre homme ? Là, ça commence à faire beaucoup, là. Là, on commence à avoir... c'est ce que j'avais noté dans le conducteur, c'est le chat noir level max, quoi. Ah ouais, c'est le chat noir qui est passé sous une échelle. Ouais. Là, c'est... Et alors là, j'ai quand même de la peine pour ce pauvre homme, parce que il galère raisonnablement, on va dire. Il monte des trucs... Bon... Parlons de la chute, tout le monde peut chuter, on en a parlé en long, large, en travers, machin. Non, c'était pas un attentat qu'il a fait, c'est une chute. Après, t'as 4 mecs qui tombent, c'est pas les bons, tant pis. Mais là, pétage de vertèbres. Puis quand il chute, en fait, c'est l'anti-Marquez. Dans sa carrière, quand il chute, il se fait super mal. On se souvient qu'à Assen, sous la flotte, il s'est éclaté la clavicule. C'est l'épisode de je mets un peu de colle U et je reviens et je fais cinquième. Dur au mal, le garçon. Mais là, il est... et ce que j'allais dire, c'est pas une chute merdique. Il n'y en a pas des biens et des mauvaises des chutes, mais à la voir, tu te dis pas qu'il va s'éclater. Et là, il s'est pas loupé. Il s'est ruiné. Puis quant aux causes vertèbres, c'est pas... c'est un peu sensible, oui. Oui, c'est un peu sensible. C'est pour ça que je le citais un peu plus tôt dans le podcast. Je voyais un tweet passer d'un de nos journalistes favoris anglais. Je sais plus si c'était Matt Oxley ou un autre, et qui parlait d'être indisponible pour 3 semaines. Peut-être était-ce 3 Grands Prix. Mais j'imaginais pas que des vertèbres se remettaient comme ça. Et tu peux pas courir avec des vertèbres fêlées, sinon c'est la chaise à la prochaine chute, quoi. Ça me dépasse. Déjà, ce qui est sûr, c'est étant donné que l'Allemagne, c'est juste après, c'est la semaine mort. prochaine. Donc de toute façon, ce Grand Prix là, c'est mort. Après, il y a la petite coupure de juillet, donc effectivement, ça laisse 5 semaines de convalescence. Peut-être qu'il parlait de 3 Grands Prix et pas de 3 semaines. J'ai peut-être mal lu. C'est possible. Parce que 3 semaines, pour moi, c'est la roulette russe, quoi. Puis c'est quand t'as pas le droit de tomber que tu tombes. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Après. Donc ça m'a, ça fait bien de la peine, hein, même si Lorenzo, c'est pas mon préféré, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai eu mal pour lui. Comme quoi, c'est pas parce qu'il y a des airbags et des super combats. Tu peux pas non plus passer à travers toutes les gouttes. Hein. Non. Mais c'est aussi pour ça que, et loin de moi l'idée de vouloir du mal à Marquez, je trouve encore miraculeux qu'il soit fait qu'une épaule, quoi. Enfin, mais bon, ça qui, statistiquement, étant moins souvent, fouillaille. Ouais. Donc Lorenzo, on le charrie, mais là, on est bien peiné pour cet homme-là. Après, on va avoir... j'avais noté Vignales quand même qui a dominé très largement la course quand même, qui a fait une course très solide. Il a bien mené, bon train, bon rythme.
C'est juste un peu dommage que ça arrive un peu tard dans la saison, on va dire, parce que là, ça va être un peu loin. Mais bon, c'est pas plus mal. Venant de là où il vient, tout est bon à prendre. Oui. Et pour le moral, parce que il en avait pris un coup sur la cafetière. Alors les 2 années passées, si j'arrondis, plus ce début d'année. Mais peut-être est-ce aussi dû à une sérénité entre guillemets retrouvée. Parce qu'il fait moins Calimero. Pourtant, il aurait eu des occasions de faire Calimero précédemment. Je te parle même pas du strike. Mais il a mordu le. Tu sais, comme quand tu mets du cuir quand on extrait une balle sans anesthésie là, à la Rambo, qui mord dedans là. Il a mordu ses bracelets et ses poignets. Et là, il était quand même bizarrement rapide. Enfin, bizarrement, la façon dont il butait sur Marquez, c'était assez impressionnant quand tu regardais. Par contre, alors ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il était vachement rapide par rapport à Marquez. Et le passé, ça n'a pas été une sinécure. C'était visiblement presque la mission impossible. En fait, ça rejoint beaucoup du comportement de Viñales qu'on voit un petit peu depuis ce début de saison. C'est-à-dire que même quand il est au-dessus, il a du mal à vraiment... tu vois, là, il était quand même plus rapide et il a eu un petit peu de mal à doubler. Parce qu'il a besoin d'avoir ceinture et bretelles pour pouvoir doubler en toute sérénité, quoi. J'ai l'impression. Ce qui n'est pas un défaut, sauf que lui, ça lui porte préjudice, c'est clair. Et là, il serait peut-être effectivement de la famille de ceux qui aiment bien caracoler en tête. D'ailleurs, les quelques tours qu'il a fait pour distancer Marquez ont tendu à le prouver. Il alors que Marquez aime beaucoup plus la baston. Marquez, il sait tout faire, il sait faire la baston et s'envoler. C'est comme ça, il y en a. Et sinon, en fait, pour la synthèse, Quartararo, pour glisser à cet étrange personnage, il ne dédaigne pas d'aller se frotter, mais justement, il se frotte pas, il double sans état d'âme, mais clean jusqu'à présent. J'étais impressionné parce que ses dépassements ont été comme lors de la précédente course, quand il a effacé littéralement Petrucci, alors que Rins a été même jusqu'à la faute, mais n'avait pas réussi à passer de façon définitive Petrucci. Rins se faisait pas balader, mais vraiment jouer au chat et la souris avec Petrucci. Et quand il s'est agi de passer Petrucci, Quartararo, il l'a fait, alors, vu de mon canapé, facilement. Et sans avoir t'avais pas l'impression qu'il se mettait en travers, qu'il faisait des freinages de trappeur. Il les devait les faire, mais il n'y a pas eu de chaleur, quoi. Il s'est pas crutchlotisé, comme on a vu ce pauvre anglais se bourrer après un truc ambitieux. Et là, c'est pareil. Alors, j'ai pas bien vu l'action où il a repassé Marquez quand il l'a repassé, mais ça m'a eu l'air clean. En tout cas. Donc, il a pas peur, si j'ose dire pas encore. Alors là, je touche du bois, j'espère que ça va continuer, mais c'est presque comme s'il avait l'insouciance de son jeune âge avec la rouerie d'un vieux briscard, parce que quand il faut lever un peu le pied ou du moins relâcher la poignée, il sait le faire. On dirait presque qu'il sait ce qu'il fait. Alors évidemment qu'il sait ce qu'il fait, mais tu sais, des fois t'as des gens qui tombent beaucoup, oui, c'est leur première année, une course sur deux ils tombent, machin. Lui, il tombe pas en course. Il est tombé une fois aux essais de la saison. Donc c'est après, quand on n'arrête pas de dire du bien de Quartararo, on a tendance à penser qu'on est chauvin, ce qui est pas faux. On s'attarde sur son cas, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à s'attarder sur son cas. J'espère juste qu'il va pas se faire racheter par une grosse écurie et se brûler les ailes. Je pense pas. Je pense qu'il va faire sa deuxième année chez Petronas, mais qui suis-je pour le dire? Mais tu vois, il fait même douter Viñales parce que Viñales a essayé la même fourche que lui alors qu'il était sur la carbone jusqu'à présent. Donc je dis pas qu'il est en train de fulguriser comme au Saxon Ring les Yamaha bleus, mais il les oblige un peu à se gratter la tête. Oui, de toute façon, pour un nouvel arrivant dans la catégorie, ce qu'il fait c'est assez proche de l'exceptionnel, puisque bon, à part Marquez quand il est arrivé, je pense qu'il y en a d'autres par le passé qui ont fait des meilleures choses, mais quand même dans l'ère récente,
c'est quand même l'un des rookies qui épate le plus, quoi. Là, les 3 pôles, c'est hormis, en plus de ses résultats en course, qui sont très bons, les 3 pôles, j'ai pas souvenir que, Zarco, il avait fait une excellente première année, mais je crois pas qu'il avait fait 3 pôles. Après, je sais on n'est pas épicier, on va pas compter les pôles et tout, mais le niveau de sérénité de l'un comme l'autre est assez bluffant. 3 pôles de podium quand t'arrives en MotoGP, c'est quand même. Pour moi, c'est même flamboyant quand même. Sachant qu'il efface, du moins, il fait un peu d'ombre sans le vouloir, je pense, évidemment, à Morbidelli qui commence un peu à être aguerri par. Même si ce sont tous des anciens rookies, mais Morbidelli, c'est sa 3e saison. Deuxième. Mais Morbidelli qui, on va dire, n'a plus le droit au statut de rookie et donc aux éventuelles bienveillances des fois qu'il fasse des conneries. Il fait pas vraiment beaucoup de conneries, mais il est pas dans le même rythme. Là, on sait rien de le dire. On sait que c'est pas toujours dû au pilote et que c'est de l'adéquation en motopilote, mais là, la M1 n'est pas une sale bête. Je suis pas en train de dire que Morbidelli n'assure pas, mais ça, t'es obligé de toute façon de comparer, quand bien même t'es pas journaliste et que tu veux faire du sensationnalisme. Là, ça fait bizarre. Pas contre Morbidelli, mais pour Quartararo. Puisque, alors effectivement, quelques esprits chagrins diront oui, c'est parce qu'il y a Gyllenberg et tout, qui ont une super bécane. Faut quand même la conduire, les gars. Bah oui, il faut. Donc, non, franchement, elle est bien née cette Petronas. Du moins, elle est bien continuée parce qu'elle repose sur une base a priori saine qui est la M1. Ce que je ne sais pas par cœur, c'est est-ce que la M1 Petronas cette année, est-ce que c'est celle de l'année dernière de Yamaha? Ouais, c'est un peu plus, je sais pas, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué, je pense, mais bon, c'est assez proche. C'est assez proche. Donc, ma foi. Ce qui manque à Yamaha quand même, ça sera un petit peu de régularité sur toute la saison quand même. Jusque là, il y a eu des grands prix où ils sont passés complètement à côté, on va dire, enfin pas complètement, mais où ils sont passés un peu à côté. Après, il y aurait beaucoup à dire sur Rossi puisque ça fait 3 DNF de suite, donc ça commence à peser. Enfin là, ça pèse forcément sur le championnat. C'est une période compliquée pour lui, je pense. Et il va falloir vite se reprendre. Mais t'as Yamaha, ils ont Yamaha, ils ont pas un Marquez qui, à mon sens, qui gomme et un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que Crutchlow, bien qu'il soit foufou, il a des résultats dans le site. Nakagami, quand il se fait pas striker par Rossi, il fait des belles choses, mais c'est pas la fête. Et Lorenzo, il y a un peu de lui, un peu de la bécane, et la chat noir qui revient. Mais si Marquez, pour moi, Marquez fait chez Honda ce que Stoner faisait chez Ducati. Ouais, ça embellit un petit peu le tableau, c'est possible. Un peu beaucoup, parce que si tu fais un jeu qui est complètement inutile, parce que c'est pas comme ça, mais tu oublies qu'il y a Marquez et tu regardes tous les autres résultats. Et en fait, ils sont tous en train de galérer. Je me demande même si c'est pas Suzuki qui s'en sortirait le mieux en moyenne quand effectivement Mir chute beaucoup. Yamaha aurait moins à rougir si Marquez ne portait pas haut les couleurs de Honda. Ouais. Je veux pas du tout que je veux les racheter parce qu'ils commencent à m'agacer un petit peu. Bon, Rossi, c'est fini les conneries. Maintenant, on gagne toutes les courses jusqu'à la fin. Je sais même pas si ça lui suffirait pour revenir au classement. Je ne pense mais pas. Si. Oui, non, mais bon. Et que les autres finissent pas. Après, on peut parler quand même d'une belle 10e place pour Iannone quand même, parce que depuis le début de saison, c'était très très laborieux pour lui. Et là, c'est une course qui termine quand même coincée entre Paul Espargaro et Jack Miller. Donc Miller qui est 9e et Espargaro 11e. Donc pour Iannone, c'est bien de pouvoir quand même être un petit peu mieux classé que d'habitude. Après, on a Dovi quand même qui est un peu loin, qui est à 14 secondes, 4e, et Petrucci 6e. Donc les Ducati sont pas ultra bien placés, quoi. Après, Assen, c'est un peu leur chat noir. C'est ça. Enfin, pas leur chat noir, leur bête noire. Assen, ils aiment pas bien, ça s'est vu. Espérons que c'était que le circuit. Et puis là, effectivement, Marquez remarque des points
par rapport à Dovi. Bon, ça fait. Hein. Ça fait. Et on va pas se plaindre que ça tue le championnat parce que c'est un extraterrestre et voilà, c'est un peu comme les grands sportifs de leur temps, Jordan, Federer. Faut profiter. Alors au championnat, on a en Moto 3 Canet en tête avec 107 points, deuxième Dalla Porta 100 points, troisième Antonelli avec 83 points. En Moto 2, on a Luthi en tête avec 117, devant Alex Marquez 111 et troisième Fernandez 92. Et en Moto GP, le gros trou puisque Marquez a 160 points, deuxième Dovi avec 116. Donc voilà, déjà 44 points d'écart et Petrucci troisième avec 108. Au championnat, donc on a Quartararo qui est 6ème, donc premier rookie avec 67 points et premier indé qui est 7 points devant Miller. Et donc à la 17e place, on retrouve le deuxième français, Johan Zarco, avec 16 points. On va parler très rapidement de la Red Bull Rookies Cup, puisque ça courait également à Assen et c'est Tate qui s'est imposé dans les deux courses. La première devant Acosta et Noguchi et la deuxième devant David Salvador et le Belge Barry Baltus. Au général, Tate domine nettement et Lorenzo Felon est 6ème de la Red Bull Rookie Cup. On va parler rapidement du French Superbike qui a couru à Pau et c'est Xavier Siméon qui roulait pour le team de test Dunlop qui est lancé depuis la pole devant Kenny Forêt et Christophe Ponson et il y a eu une grosse chute de Hugo Claire avec un incendie de la moto qui va mettre fin à la course donc après 12 tours et c'est donc Siméon qui va être déclaré vainqueur devant Forêt et Mathieu Ginès. Et en course 2 on a Forêt qui prend sa revanche sur Siméon et c'est Ponson qui complète le podium. Au général, on a Ginès en tête devant Forêt 142 points et Morin 130 points. Christophe Ponson est 4ème avec 125 points. On va s'attarder donc sur le Superbike et le Supersport qui courait pour le Grand Prix de Saint-Marin à Rimini. Ouais. C'est à côté de Cher aussi. Voilà. C'est du rang. Ouais. Et donc le vendredi, alors qu'il venait de signer le meilleur temps en FP2, on a Vandermark qui va faire un gros high side et qui va finir à l'hôpital avec de sérieuses blessures. Donc ça, forcément, ça met fin à son week-end et certainement, il va certainement être absent à Donington et Laguna Seca et certainement aussi aux 8 heures de Suzuka, donc qui était prévu en endurance. Alors le samedi, il va y avoir des conditions quand même assez difficiles, pas mal de pluie, qui vont amener une course particulière, donc un warm-up lap interrompu par drapeau rouge, justement à cause de la pluie. Retour au stand 20 minutes plus tard, donc tout le monde se prépare à repartir. Et Loves donc va prendre la tête de course devant Réa et malheureusement au bout de 3 tours, drapeau rouge et on retourne à nouveau dans les stands. Et Baz, qui était parti 16ème, pointait alors à la 9ème place 30 minutes plus tard, donc la course redémarre pour 18 tours seulement. Et les positions de départ sont celles d'avant drapeau rouge. Et donc Loves va encore lutter avec Réa pour la tête et passer devant, mais va faire une grosse chute peu de temps après. Et donc c'est Réa qui va s'imposer devant Tom Sykes et Bautista qui va prendre la 3ème place. On a Baz qui va faire justement une exceptionnelle 4ème place, donc pour une première course sous la pluie en Superbike depuis son passage en MotoGP, c'est prometteur. C'est son meilleur résultat pour lui depuis 2014 et où il avait fait 2ème en course 1 au Qatar. Et Sykes va signer le meilleur résultat de BMW depuis 2013 avec Marco Melandri. Et en Super Pole Race, donc le dimanche, on n'a pas eu de problème météo. Bautista qui va gagner et Loves et Aslam qui vont compléter le podium. On a Sykes qui va connaître une panne à 3 virages de l'arrivée alors qu'il était 3ème. Loris Baz est 12ème en course 2. Bautista va prendre un bon départ et va se créer un gros écart mais va chuter et il va repartir bon dernier et va réussir à entrer dans les points quand même avec une 14e place à l'arrivée. On a un podium 100% Kawa avec Réa Razgatioglou et Aslam Loris Baz à nouveau 12e. Au championnat, on a Bautista en tête avec 330 points, 16 points d'avance sur Jonathan Réa. Et ensuite, Michael Vandermark, 188 points, mais là, il va être absent pendant un bon paquet de courses, donc on va voir ce que ça va donner. En super sport, donc c'est Caricasulo qui s'est imposé devant Krummenacher. Il trusse les 2 premières places du podium et on voit pas vraiment qu'est-ce qui pourrait les empêcher de continuer sur cette lancée. On a quand même Lucas Mayas qui a fait un bon week-end puisqu'il va faire la pole et va compléter le podium, donc va prendre la 3ème place. Et Jules Cluzel est 4ème, Danilo 14ème. Et Corentin Perolari, donc le 2e pilote du GMT,
qui va chuter. Donc au championnat, on a Krummenacher en tête devant Caricasulo, donc Krummenacher 160 et Caricasulo 138. En Supersport 300, on a Ana Carrasco, championne du monde en titre, qui va remporter sa première course de la saison, qui va prendre la deuxième place donc au général. Second de la course, le leader actuel du championnat, donc Manuel Gonzalez. Et troisième, on a Andy Verdoya qui fait une très belle course. Enfin, les autres Français qui vont marquer des points, donc De La Vega 11e, Di Sora 13e, et donc Pedno 26e, et De Cancelis 27e, qui a été parti 9e mais qui a chuté. Donc au championnat, c'est donc Gonzalez toujours en tête avec 108 points devant Ana Carrasco 65 points. On continue rapidement avec les catégories nationales. Donc en CIV, on a Pirot qui est battu sur les 2 courses à Imola par Lorenzo Savadori, qui roule sur Aprilia, mais le pilote d'essai Ducati mène toujours au général, donc en CIV. Et en British Superbike, c'est Buchan sur Kawasaki qui va remporter la course 1 à Knockhill devant Redding. Et Redding va gagner la deuxième devant Mackenzie et est en tête du championnat devant Bridewell pour 4 petits points. Voilà, on a fait le tour de ce week-end de course où il y a eu beaucoup de courses. Grosse actu. Ouais, grosse actu, pas mal de choses à dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais vivement aussi les prochaines courses, qu'on voit si ça continue comme ça ou s'il y aura des retours en grâce de certains Italiens. Un Italien que t'attends. Le Dovi aussi, mais qui surtout, serait bien qu'il revienne. Et puis Quartararo aussi. Il n'est pas italien. Qui est pas italien. Tu me parles d'italien et tu balances Quartararo, ça va pas là. Non, je parle d'un certain Italien 46 que je ne nommerai pas, mais et aussi justement outre cet Italien, voir si Dovi se refait la cerise. Est-ce que Marquez, je lui souhaite pas de chuter, mais au moins de finir dans le ventre mou. Mais c'est rarement ça, hein, Marquez. Pour le sortir du podium, faut déjà y aller. Donc en fait, s'il bétonne. Il risque de nous plier le championnat FISA, ce que je ne souhaite pas. En fait, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis sur Marquez, il a été sur le podium à toutes les courses, excepté là où il a chuté. Donc, donc, et on le voit rarement finir à 18e. Hein. Donc, c'est... personne ne lui souhaite qu'il se bourre, mais le championnat... ressemble aux autres ceux d'avant et finalement on va s'intéresser beaucoup plus à Fabio, parce que même si Fabio ne joue pas le championnat, s'il arrivait ne serait-ce à maintenir, ce serait déjà très exigeant, mais à continuer à faire cette très belle année de rookie, sachant que c'est pas du tout pour enterrer Zarco et qui est plus âgé, mais il a 20 ans, donc en fait il est c'est ça aussi qu'il faut rappeler, hormis que c'est son année de rookie. À 20 ans, ça fait qu'il a X années pour se faufiler dans les écuries et puis faire son chemin. Mais bon, ne nous enflammons pas. On va prendre, comme diraient les footeux, on prend les trucs les uns après les autres. Et j'aurais une autre citation d'une grande philosophe. À 20 ans, rien n'est impossible. Voilà. Ouais. Mais là, pour le coup... moi j'ai une autre citation d'une grande philosophe, c'est t'es une meuf, t'as pas de shampoing, non mais allô quoi. Mais ça je sais pas si ça s'y prête. Mais quel rapport hein. En fait, c'est plus profond qu'il y paraît. Non voilà, donc méditez ça. Je ramasse les copies la semaine prochaine. Bon, sur ce, je me suis laissé dire que tu partais quelque temps en vacances. Encore ? Je vais faire un pèlerinage en Italie et j'ai essayé de trouver des goodies Rossi. Comme je disais hors antenne, hors micro en tout cas, les piètres résultats de Rossi ne font pas baisser les prix des goodies. Donc il y a même pas toute chose malheur est bon. Donc je vais aller allumer les cierges dans une des 900 églises de Rome pour savoir si... Fais les 900 quand même. Moyen, quoi. Non, je les ferai, t'inquiète pas, hein. Puis j'irai mettre des cierges à LED pour qu'ils brûlent longtemps. Donc ça, on sera pas mal. Bon, sur ce, on va se retrouver très rapidement. J'aurais même tendance à dire dès la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Allemagne. Et on se dit à bientôt. Vous pouvez nous retrouver comme habituellement donc sur Twitter, sur le Discord et aussi sur la page Facebook. Voilà, donc on se dit à bientôt et profite bien Steph. Oui, salut les petits clous, je vous raconte. Ouais, allez, ciao, salut à tous.